Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine de l'économie actuelle. Stratégie vous propose pour les 2 prochains mois de revenir sur le meilleur des reportages diffusés durant cette autre saison sur votre petit écran. Au menu ce soir, 2 grands reportages, notamment un sur la loi des finances 2025 et les innovations pour découvrir ensemble ce qui attend les Camerounais en cette année électorale particulièrement cruciale pour l'avenir de notre pays. Et le second sur les réalisations du contrat de désendettement et de développement au Cameroun, le C2D qui, à travers le programme Capital Régional, s'est déployé pour offrir un visage moderne à 5 grandes villes du pays. Voici le sommaire, mais pour le détail, je vous prie de retrouver Jocelyne Zoandeng qui vous le présente beaucoup mieux que moi. Sommaire de ce premier best-of de la saison. Retour sur les grandes lignes de la loi de finances 2025 et ses enjeux sur l'économie camerounaise en cette année 2025. En deuxième partie, plan feu sur les réalisations du programme Capital Régional du C2D dans 4 grandes villes du Cameroun. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Ouvrons cette édition de Stratégie avec l'un des premiers reportages que nous vous avons proposé cette année, celui consacré notamment à la nouvelle loi des finances, celle qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Après une année 2024 particulièrement difficile sur le plan économique, du fait notamment de l'inflation qui était estimée à 7,2% pour l'année, eh bien les Camerounais s'attendaient à une année 2025 encore particulièrement difficile, avec notamment la présidentielle qui faisait planer un gros lot d'incertitudes sur le plan économique. Pour pouvoir comprendre la nouvelle loi des finances et surtout les orientations budgétaires données par le Cameroun pour cette année stratégique, nous sommes allés à la rencontre de 4 économistes qui nous livrent ici, dans ce grand reportage, leur regard sur la loi des finances 2025 et sur ce qui attend les Camerounais. C'est un best-of. L'année 2024 aura été marquée par de nombreux défis pour les Camerounais. Inflation galopante autour de 7%, chômage en hausse, coût de la vie élevé. Des indicateurs qui font dire à se rencontrer dans les rues de la capitale Yaoundé que 2024 aura été une année difficile. Bien, en 2024, nous avons essayé de gérer un peu, malgré toutes les situations qui sont arrivées au Cameroun. On a essayé de voir, il y avait tellement de choses dures, la vie était vraiment chère, parce que le coût du carburant et tout ça, vraiment, ça nous a mis un peu dans des difficultés. Ce qui fait que le transport également a augmenté. On ne pouvait plus se déplacer aisément. Nous espérons peut-être vraiment que la vie va changer dans les jours à venir. Avec l'année 2025 qui arrive là, nous espérons que le gouvernement en lui va essayer de prendre soin pour que vraiment la population du Cameroun essaie de mieux s'en sortir. De plus en plus au Cameroun, nous savons que chaque fois qu'il y a une nouvelle année, nous espérons que ça va changer. Mais de plus en plus, ça s'ajoute et puis la population s'assombrit. Ce que vous êtes en train de dire est véritablement vrai. Parce qu'avec tout ce qui s'ajoute là, nous voyons véritablement que le Cameroun va sombrer. Ça va sombrer parce que nous espérons que si, par exemple, les populations ont pleuré l'année passée, que cette année, au moins, avec toute la population qui naît, avec tout ce qui arrive au Cameroun comme des financiers, c'est-à-dire des partenaires, nous espérons peut-être que la vie peut changer, mais malheureusement, nous sommes plutôt en train de nous plonger même dans l'abîme. Et ça, c'est un peu déplorable pour nous.
Et avec ça, nous voyons que l'année 2021 sera encore plus dure. C'est une année qui s'annonce difficile. Le contexte actuel, le contexte économique et social, c'est un peu difficile en fait. C'est difficile. Il va falloir pour les citoyens et même pour la société en général faire recours à beaucoup de réflexions, à une bonne planification des charges et des ressources, ainsi de suite. Donc ça ne sera pas vraiment évident pour les Camerounais en général. Une année difficile, mais surtout une année supplémentaire, durant laquelle la résilience des populations a encore été mise à rude épreuve. Ce que reconnaît d'ailleurs le chef de l'État Paul Biya dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Mes chers compatriotes, la consolidation de la croissance économique de notre pays est désormais une réalité. Le Cameroun est régulièrement apprécié par les instances financières compétentes pour sa résilience, malgré un contexte international particulièrement difficile. En effet, nous n'avons pas été épargnés ces dernières années par une série de chocs exogènes. La guerre en Europe de l'Est, les conflits au Proche-Orient, la morosité du marché des capitaux et des matières premières, les perturbations climatiques, les tensions inflationnistes et les fluctuations des cours du pétrole ont ralenti nos perspectives de croissance. Mais, en dépit de cet environnement difficile, l'économie camerounaise a enregistré un regain d'activité, avec un taux de croissance estimé à 3,8% en 2024 et projeté à 4,1% en 2025. Merci. Après donc cette année difficile, quoi de plus naturel que d'aspirer à une année plus calme et moins agitée sur le plan économique. Pour autant, selon ce que prédisent les économistes que nous avons rencontrés pour ce reportage, le bout du tunnel est loin, bien loin d'être atteint pour les Camerounais. De leur avis, 2025 s'annonce d'ailleurs plus difficile. Des prédictions que tente de contrer le gouvernement au travers de la nouvelle loi des finances qui, de l'avis du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, lors de la cérémonie officielle de lancement du budget au titre de l'exercice 2025 à Buea dans la région du Sud-Ouest, est une loi placée sous le signe de l'impulsion économique comportant de nombreuses mesures allant dans le sens de l'encouragement des investissements, du soutien aux entreprises et de l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Pour comprendre la loi des finances du Cameroun, plusieurs solutions se présentent à vous. D'abord, il y a les explications des experts, comme ceux que vous allez suivre dans ce reportage qui, selon leur bord politique ou leur regard de la vie sociopolitique et économique du pays, apportent des avis parfois divergents sur les orientations et la compréhension de cette loi des finances. Pour les plus curieux ensuite, il y a Internet. Une rapide recherche sur Google ou sur tous les autres moteurs de recherche habituels peut permettre de comprendre les grandes lignes de ce que les uns et les autres s'accordent à appeler la boussole de l'action de l'État durant l'exercice. Internet justement, avec les nouveaux outils disponibles, dont l'IA, l'intelligence artificielle, permet aussi d'approfondir ses connaissances et sa compréhension de la loi des finances. Sur ChatGPT, un très célèbre moteur IA, une Camerounaise basée en Allemagne, ingénieure en TIC, entreprit de doter les Camerounais de cet outil d'analyse et de compréhension facile. Nous avons fait l'expérience pour vous. La première question, naturellement, c'est celle de savoir quels sont les éléments clés à ressortir de la loi des finances 2025 au Cameroun.
Voici les 3 réponses que ChatGPT nous propose. 1. Réduction des subventions. Il y a une réduction significative des subventions sur les prix du carburant, suggérant un ajustement des politiques de subvention. 2. Augmentation des frais de transaction. À partir du 1er janvier 2025, un prélèvement supplémentaire de 4 francs CFA est appliqué sur les transactions monétaires réalisées par Mobile Money. 3. Impôts en diminution. La loi vise à réduire certains impôts pour encourager les investissements et soutenir la croissance économique. Voici donc les 3 éléments clés qui guideront notre reportage autour de cette loi des finances. Commençons par le point 2, qui, vous en conviendrez d'ailleurs, nous frappe directement. Depuis le 1er janvier de cette année, les Camerounais ont tous découvert à travers des messages distillés par les opérateurs de téléphonie mobile que les frais des transactions connaissent une augmentation de 4 francs CFA conformément aux orientations de la loi des finances. Pour faire simple, quel que soit le montant que vous envoyez ou recevez, vous payez un supplément de 4 francs CFA qui vous est directement débité de votre portefeuille mobile. Ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Beaucoup de clients se plaignent à cause des 4 francs qu'on a augmenté et surtout pour les 500 000, 4 000 francs de frais de retrait. Beaucoup de gens préfèrent aller payer le taxi et aller donner leur argent que de retirer. Donc ça se baisse, le taux baisse, le taux de commerce baisse. On ne fait plus trop de transactions. Le taux de transactions, ça se baisse. Beaucoup de gens ferment, beaucoup de gens. Moi-même, c'est parce que je n'ai rien à faire, sinon moi-même, je fermais déjà. Les frais qu'on a ajoutés pour les retraits au Ramon, ça nous fait chuter. Ils devaient normalement laisser comme cela était. C'est un peu quand il y avait 10 000, c'est qu'ils pouvaient retirer 10 000 à 150. Tu voyais que les 4 francs, c'est combien de francs qu'on a 4 francs qu'on augmente ça, je ne peux plus retirer 10 000 à 150. Ça me touche déjà, mes poches sont menacées. Au lieu de nous aider, ils nous font seulement chuter de jour en jour. Je m'attendais qu'on devait plutôt réduire vis-à-vis du coût de la vie. Mais on ne se rend pas compte des difficultés que les citoyens camerounais vivent chaque jour. Mais ça devient difficile au fil des jours. Pour faire une transaction, ou bien on te fait même un dépôt parce qu'ils ne se rassurent pas qu'il y a les gens qui te font des dépôts sans mettre même les frais. Ils ne pensent pas parce qu'ils n'en ont pas. Ils te donnent tel qu'ils peuvent au moins. Mais quand tu reviens pour faire les retraits, le coût est augmenté. Il y a certains qui ne savent même pas qu'on a augmenté les frais. Ils ne savent même pas, ça devient difficile, ce n'est pas bien. Donc que ce soit dans n'importe quel domaine où l'activité qu'on mène, vraiment, ce n'est pas encourageant en fait. Moi je dis, si l'État... Enseignant de rang magistral à l'université de Marois dans la région de l'extrême nord, le professeur Louis-Marie Cacdeux est un économiste reconnu pour son expertise sur les questions liées à l'agroéconomie. Cadre du SDF, le Social Democratic Front, il est aussi très à l'aise sur les questions liées au pouvoir d'achat des ménages. Le passage à Yaoundé, c'est au quartier Omnisport qui nous a donné rendez-vous. De prime abord, l'économiste se veut pessimiste. De son point de vue, malgré une hausse de près de 40 milliards de francs CFA de l'enveloppe budgétaire, le Cameroun aura moins d'argent en 2025. Au lieu même du statu quo, il y a eu régression. Parce que quand vous voyez les quelques 40 milliards qui s'ajoutent par rapport à 2024, en termes de budget, ça ne permet pas de compenser l'inflation. Et donc, le Cameroun aura moins de moyens en 2025 pour acheter les mêmes biens et services que l'on avait en 2024. Déjà ça. Puisque l'inflation, si vous prenez une moyenne de 7%, l'inflation a été supérieure aux 40 milliards, qui aurait permis qu'en 2025, on puisse, avec le même budget, acheter les mêmes biens et services qu'en 2024. Donc le Cameroun en 2025 a moins d'argent. C'est déjà ce que ça veut dire. On n'a pas assez parce que les biens que nous avions achetés à 100 francs vont coûter 107 ou 110 francs. D'accord. Ou encore, il faut avoir 107 ou 110 francs pour acheter ce bien. Parce qu'il y a eu augmentation de prix, parce qu'il y a eu renchérissement du coût de vie. Donc le salaire a perdu 7% de sa valeur. C'est donc ce déficit que l'État semble, de son avis,
vouloir combler en mettant au point cette augmentation du coût des transactions monétaires, ce qui a un impact sur le panier de la ménagère qui est obligée de payer plus pour ces transactions, et ce malgré des revenus, eux, qui ne connaissent aucune augmentation. Pour lui, c'est en fait la structure des recettes fiscales du pays qui est à questionner. 80% environ des recettes fiscales sont payées par le consommateur à travers ce qu'on appelle l'impôt forfaitaire, qui est d'environ 2,3%, quelque chose comme ça, que les entreprises ajoutent sur leur prix et que vous ne savez pas. Donc en réalité, la TVA n'est pas de 19,25%. Il faut encore ajouter 2,3% dessus. D'environ 21,5%. Voilà. C'est ce que paye la ménagère. Et c'est ce que les entreprises reversent à l'État. Et c'est ça qui fait environ 80% des recettes. Déjà ça, c'est une chose. Ensuite, on a ajouté 4% de 4% pour toutes les transactions financières. Effectivement, ça se ressent déjà sur les transactions mobile money et tout ça. Il n'y a plus de transactions financières qui soient au Cameroun sans ces 4%. Ce qui veut dire que c'est encore plus cher. Et ce que nous devons comprendre, c'est que le système au Cameroun aujourd'hui est basé sur la consommation, l'impôt sur la consommation, alors que partout ailleurs, on taxe la production, donc la plus-value. Taxer la plus-value pour justement étendre l'assiette fiscale, telle que souhaitée et annoncée par l'État, telle est la solution que préconise le professeur Louis-Marie Cagdeux. Encore faut-il pour cela faire sortir les opérateurs économiques de l'informel dans lequel ils semblent se plaire. Taxer la production, c'est parce que on n'étend pas l'assiette fiscale, on n'élargit pas l'assiette fiscale horizontale. Vous avez au Cameroun aujourd'hui plus de 90% d'informels. Et l'Institut national de la statistique est encore plus formé. Il y a 3,5 millions d'unités de production informelle. Derrière nous ici, il y avait quelqu'un qui était en train de décharger sa marchandise. L'usine n'est pas là. Vous comprenez? Et c'est ça des unités de production informelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impôt n'est pas payé là derrière nous, comme si on était dans une résidence. Vous avez bien observé là, le fait. Vous comprenez? Et c'est comme ça 3,5 millions d'unités de production informelle. C'est comme ça qu'on élargit l'assiette fiscale, pour faire en sorte que les acteurs économiques payent les impôts. Et que ce ne soit pas le consommateur qui supporte. Mais là, on ne va pas chercher ces producteurs informels qui échappent au fisc. On va simplement se dire que bon, vous, on va vous attraper au supermarché. Alors que ce n'est pas vous qui produisez. Ou alors dans votre salaire. Voilà. On va vous attraper là comme sur l'impôt, la nouvelle loi sur la fiscalité locale, etc. Et donc c'est ce qui va se passer. Donc l'État est paresseux. Il faut aujourd'hui identifier tous ceux qui sont producteurs informels, que l'Institut national de la statistique connaît, les mettre dans le fichier et les traquer. Pour qu'ils payent les impôts. Est-ce qu'on a les moyens de lancer cette chasse à ces producteurs-là? S'ils n'ont pas les moyens, sinon si vous lancez un chantier ici, pour vous dire encore que l'on frappe toujours le citoyen, vous lancez un chantier dans n'importe quel sous-quartier, vous viendrez voir que quelqu'un est venu mettre la croix dessus. Ils sont informés, non? On sait où se trouvent les magasins dans les sous-quartiers, sauf que cela alimente les réseaux de corruption. C'est simple. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui changer. C'est pour ça que le Cameroun va mal. Parce que très peu de personnes payent pour tout le monde. Et ça ne va pas. On continue de surcharger le peu de personnes qui payent. C'est pour ça que l'on dit que la pression fiscale au Cameroun est très forte. La pression fiscale. En dehors des taxes, dont l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dont la campagne de déclaration volontaire a fait grand bruit en fin d'année 2024, de nouvelles taxes ont fait leur apparition pour le compte de l'exercice 2025. En tête de file,
la nouvelle taxe destinée aux collectivités territoriales décentralisées. Pourtant, de façon globale, les Camerounais payeront moins d'impôts en 2025, ce qui correspond à la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour encourager les investissements et soutenir la croissance économique du pays. Toute chose qui a du mal à convaincre même les populations. Vous savez, la loi de finances obéit à un principe qui est celui de la définition des dépenses et des charges de l'État au courant d'une année. Bon, celle qui est en vigueur à l'heure actuelle dans notre pays, qui met en vigueur des nouvelles taxes et des nouveaux impôts, je crois, au regard du contexte actuel de la vie difficile, c'est un peu difficile pour des citoyens lambda de pouvoir comprendre ça automatiquement. Peut-être qu'il faut encore sensibiliser un peu plus. La loi est obéie à l'intérêt général. Donc automatiquement, ça participe aux objectifs de développement du pays. Dans un premier temps. Dans un second temps, maintenant, au niveau de l'application sociale, de l'impact social de cette loi de finances, je crois qu'il y a comme un alourdissement des charges au niveau des citoyens. Déjà, la vie qui est chère et tout ça, lorsqu'on demande à un citoyen de faire encore une déclaration d'impôt et que par la suite, il lui sera appliqué une sorte de prélèvement, ça devient un tout petit peu difficile, à mon avis. L'année 2024 a été une année très difficile. Très difficile. Et dans le secteur, concernant l'économie en général, ça a été très difficile parce que si d'abord personnellement, il y a eu trop de difficultés à joindre les deux bouts avec les prix qui sont sur le marché, le coût de transport qui est très élevé. Et il y a également aussi la rareté de certains produits. La rareté surtout des produits qui sont importés dans le domaine alimentaire. Et maintenant, de manière globale, je trouve que 2024 a été une année extrêmement difficile, on a presque touché le fond. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour 2025 parce que, comme on dit souvent, quand on est couché, la seule position, la seule modification qui peut arriver, ce n'est que se lever. Pourtant, de l'avis de Dieudonné Essomba, économiste et statisticien, la pression fiscale au Cameroun n'est pas si forte que ça, quoiqu'elle augmente d'un point, passant de 13,5 à 14,5%. Le seul problème ici, c'est bien l'utilisation que fait l'État des impôts collectés chaque année. Tout dépend de l'orientation de la taxe. Vous savez, l'impôt n'est pas nécessairement rédhibitoire au pouvoir d'achat. C'est un transfert. C'est-à-dire que les ménages ont eu certaines ressources que l'État récupère. Maintenant, l'État peut utiliser ces ressources comme un levier. Et donc, si l'État utilise cet argent-là de manière très idoine, de manière très pertinente, n'est-ce pas, ça peut augmenter le niveau de vie. Je vous rappelle que les pays qui sont les plus développés aujourd'hui sont les pays dont la fiscalité est très lourde. Hein. Non, la pression fiscale dans notre pays est dérisoire. C'est une affaire de 20%. Ailleurs, la pression fiscale, c'est 50-60%. Hein. Le vrai problème, c'est que nous utilisons mal les impôts. C'est pour ça que les Camerounais ont l'impression qu'on les pressurise. On utilise mal les impôts parce que les gens peuvent payer les impôts, mais ils ne voient pas la contrepartie de ces impôts-là en termes de services collectifs. Hein? Vous payez les impôts, mais les routes ne sont pas entretenues, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, n'est-ce pas? Les villes sont sales. Et vous dites que vous payez... Non, les impôts permettent d'améliorer le niveau de vie des populations. Parlant de l'assiette fiscale, justement. Le Cameroun table sur des recettes fiscales totales de 4 509,3 milliards de francs CFA, en augmentation par rapport à 4 203 milliards de francs CFA en 2024. Des recettes réparties comme suit. Impôt sur les revenus, bénéfices et gains en capital, 991 milliards de francs CFA. Impôt sur les salaires et autres rémunérations, 350 milliards de francs CFA. Impôts et taxes intérieures sur les biens et services, 2409 milliards de francs CFA. Et impôts sur le commerce extérieur et transactions internationales, 579 milliards de francs CFA. En fait,
Le budget général de l'État du Cameroun pour le compte de cet exercice 2025 est chiffré à 7 250,8 milliards de francs CFA, incluant les recettes fiscales, non fiscales et les financements divers. Un budget que le docteur Serge-Alain Godon, enseignant d'université et par ailleurs promoteur de médias, juge déséquilibré par rapport à la croissance démographique de notre pays. La première chose au plan purement nominal, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les grands chiffres, c'est de constater qu'elle évolue d'une très faible proportion. Nous avons 39 milliards d'augmentation du budget de l'État, ce qui représente rien du tout pour un pays de la taille du Cameroun, un pays du PIB que nous revendiquons, qui est un PIB proche de 60 milliards de dollars américains. Donc 39 milliards d'augmentation sur le budget de l'État, c'est extrêmement faible. Ça montre que, au plan macroéconomique, nous avons produit beaucoup moins de richesses sur l'année qui vient de passer. Et ça montre surtout quelque chose qui est plus inquiétant encore. Ça montre que nous ne sommes pas innovants, c'est-à-dire que nous ne produisons pas des richesses qui sont nouvelles. Donc, et lorsque vous regardez un peu la structure des contribuables, par exemple, et la structure de l'économie camerounaise, vous avez des indicateurs qui sont encore plus inquiétants. C'est que globalement, depuis 50 ans, nous exportons à peu près le même type de produits. D'ailleurs, c'est 10 produits qui sont les mêmes, qui n'ont jamais bougé. Et lorsque vous regardez le panier des 250 grandes entreprises camerounaises, sur les 10 dernières années, elles sont restées peu ou près, enfin, je veux dire, il n'y en a que 5 qui sont entrées, mais le socle, c'est à peu près les mêmes. C'est-à-dire que depuis 50 ans, vous avez toujours la Sonara, vous avez toujours la SNH, toujours la Sodécoton, toujours Simencam, etc., etc. Ça montre que nous avons donc une innovation interne qui est très faible et qui inquiète d'autant plus que nous avons structurellement une augmentation de population qui est d'à peu près ce qu'on appelle la croissance démographique, qui est à peu près de 3% par an. Un élément inquiétant de son avis, vu qu'il met en perspective la répartition globale des richesses au Cameroun. Si vous affectez 3% sur un pays comme le Cameroun, vous affectez 3% sur les 30 millions de Camerounais que nous sommes, nous avons donc à peu près 1 million de bébés qui naissent tous les ans. Si vous voulez absorber 1 million de nouveaux individus, il faut que vous ayez une croissance économique qui est le double de la taille de la croissance démographique, c'est-à-dire que vous ayez une augmentation de richesse qui est le double. Donc, que nous ayons autour de, là encore sur les chiffres nominaux, que nous ayons autour de 6% de taux de croissance. Mais nous sommes sur l'année qui vient de passer à 3,8%, quelque chose de cela. Donc, on est, la croissance démographique est équivalente à la croissance économique, ça fait donc une stagnation. Donc, si vous avez un nombre d'individus qui augmente et une quantité de richesse qui reste exactement la même, ça signifie quoi? Simplement, vous vous appauvrissez, puisque le peu de richesse disponible va être partagé par un nombre croissant d'individus, et donc les individus en auront beaucoup moins, évidemment. Lors de son discours de lancement du budget pour le compte de l'exercice 2025, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a annoncé que la loi des finances de cet exercice s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de la politique de développement économique, social, sous-tendue par la SND 30, dont la mise en œuvre satisfaisante à ce jour requiert une reprise de la dynamique économique et un renforcement du caractère inclusif de la croissance. Une annonce importante qui arrive à mi-parcours de la mise en œuvre de la SND 30. Selon les prévisions annoncées par le président de la République, le pays vise une croissance autour de 4%, loin des 8% préconisés dans la SND 30. On ne peut pas y être. On ne peut pas y être parce que le problème avec ce qu'on appelle les documents de stratégie économique, c'est qu'ils ont été proposés comme si l'économie se suffisait à elle-même. Mais l'économie ne suffit pas à elle-même. L'économie est insérée dans une société et surtout l'économie est portée par des dispositifs politiques qu'on appelle dans des institutions. Donc les institutions au Cameroun, et tout le monde le sait, ne sont pas en mesure de rendre une croissance disponible parce qu'elles ne favorisent pas la recherche des investissements et ne favorisent pas l'allocation efficiente des ressources. C'est-à-dire que si vous êtes un entrepreneur, un homme d'affaires, pour dire les choses comme ça, et que vous importez du riz, par exemple, à Kousséri ou à Garoua, vous n'avez pas la certitude que votre camion peut arriver à Garoua, disons, sous les 5 jours. Or, l'économie fonctionne sur la prédictibilité. La prédictibilité, c'est le fait de faire donc des hypothèses qu'on appelle des hypothèses rationnelles. Donc, de pouvoir dire, j'engage un investissement ici,
certes, il y a des risques, mais le risque est mesuré. Mais si vous achetez du riz, vous voulez le conduire à Koussiri ou à Maroua, vous n'avez absolument aucune garantie. Vous jouez vraiment à la roulette russe, dans ce sens que soit le camion va tomber dans un trou quelque part entre Ayos et Abomban, soit ce sera entre Bertoua et Garoua-Boulaye dont la route est pourrie, soit ce sera entre Ngaoundéré et Garoua, etc. Donc, je ne prends que cet indicateur pour dire que la question des stratégies économiques, c'est qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte la question institutionnelle. Or, si vous ne réglez pas les questions institutionnelles, vous ne parvenez à absolument aucun résultat. Je prends un exemple pour vous montrer à quel point le fonctionnement des institutions peut très largement gripper toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir sur les questions économiques. C'est-à-dire qu'on a, il y a 5-6 mois par là, assisté à une réorganisation du positionnement de la SNI, dont on a élargi le champ d'action en faisant en sorte qu'elle absorbe il y a une structure qui s'occupait des privatisations et des liquidations, la CTPL, oui, la Commission technique de privatisation et de liquidation, qu'elle absorbe également ce qu'on appelait la Commission technique de réhabilitation des entreprises et qu'elle absorbe le Bureau national de mise à niveau. Donc elle a absorbé d'autres entités pour se donner plus de muscles, une meilleure capacité d'intervention, etc., etc. Sauf que, là c'est il y a 5 mois, on publie le texte et on s'attend objectivement à ce que dans la foulée de la publication du texte, on ait une nouvelle équipe managériale. Mais le texte a été publié, qui réorganise la maison, mais la maison est dirigée par qui? Par l'ancienne équipe, jusqu'à aujourd'hui. Et personne n'a le moindre horizon du moment où on aura une équipe à la tête de la SNI nouvelle, qui est donc censée implémenter ces réformes, faire que la SNI aille dans la direction qui est indiquée. Et donc vous avez donc toujours cette dissociation, cette lenteur de mise en œuvre, ce déphasage entre le moment où les discours sont énoncés et le moment où les politiques sont effectivement mises en œuvre. Outre ces problèmes de gouvernance qui plombent encore une fois de l'avis de tous les experts la mise en œuvre de cette SND 30, certains, comme le docteur Dieudonné Essomba, que nous avons rencontré au lieu-dit Kansonel Oyomaban, remettent en doute la volonté du gouvernement de mettre en œuvre une véritable politique d'import-substitution, véritable pilier de la SND 30. Est-ce que les actions prévues dans le budget participent réellement de la politique d'import-substitution? Maintenant, le ministre des Finances qui s'occupe des politiques budgétaires, est-ce qu'il est sûr que ces politiques budgétaires sont suffisantes pour réellement mettre en place l'import-substitution? Où sont les politiques commerciales? Où sont les politiques monétaires? Je vous rappelle que l'import-substitution a été adoptée à la SND 30 en 2020, que nous sommes en 2025. Bon, il faut questionner le bilan, parce que chaque année, il y a un budget. Il faut questionner le budget. Il y a un budget et toujours, c'est la même rengaine, le même discours, le même blablabla. On va faire ceci. Mais quels sont les effets de l'import-substitution? Lorsqu'on regarde même le budget, en quoi ce budget participe spécifiquement de l'import-substitution? On ne voit pas. Avant de réussir une politique, il faut d'abord la comprendre. Ils ont une vision purement bureaucratique de l'import-substitution, dans laquelle on ne voit pas très bien une approche scientifique, manifestant le moindre sentiment qu'ils comprennent même ce qu'ils font. Ils disent qu'ils appliquent la politique d'imposition, mais on ne la voit nulle part. Regardez les indicateurs. La balance commerciale reste toujours déséquilibrée. Toujours. La production manufacturière n'évolue pas. Vous dites que vous faites l'importation. Vous faites l'importation sur quoi? On importe toujours autant de riz, on importe toujours autant de poissons. Mais vous dites que vous faites l'importation. Vous importez donc quoi? Selon les termes du ministre des Finances, la loi des finances 2025 met un accent particulier sur l'accélération de la mise en œuvre de la politique d'import-substitution à travers le programme d'impulsion initiale et le plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique qui doivent entrer cette année dans leur phase de croisière. Ce à quoi répondent Dieudonné Essomba et le professeur Louis-Marie Cacto. Les mesures d'imposition sont des mesures volontaristes, n'est-ce pas, qui visent de manière délibérée à contrer les importations. C'est-à-dire que le gouvernement doit dire que d'ici peut-être 2 ans, nous devons avoir baissé l'importation du riz de moitié. C'est ça qu'on appelle une politique d'importation, l'import-substitution.
C'est-à-dire vous fixez des cibles à des années précises. Vous pouvez dire que nous sommes en 2025, il faut qu'en 2027, n'est-ce pas, en 2027, le volume d'importation est baissé de moitié. C'est ça qu'on appelle une politique d'importation. Ce qui lui fait là des petites mesures incitatives, n'est-ce pas, peut-être pour attirer tel ou tel dans tel secteur, ce n'est pas ça une politique d'importation. La politique d'importation est d'abord, la caractéristique, c'est une politique volontariste, c'est-à-dire où on fixe des objectifs clairs, n'est-ce pas, qu'il faut atteindre, y compris par des moyens de force. Alors vous avez un pays dans lequel les importations ne font que grossir, n'est-ce pas? Il n'y a aucune production locale, mais vous dites que vous faites une politique d'importation. Il n'y a pas eu une seule mesure, je dis une seule, dans la loi de finances 2025. Il n'y a pas une seule mesure qui encourage la production locale au Cameroun. Ça n'existe pas. Vous en parliez déjà l'année dernière. L'année dernière, il y avait une mesure qui concernait plutôt la boisson. Et j'ai dit, on ne peut pas laisser le riz, on ne peut pas laisser le blé, on ne peut pas laisser le maïs que les Camerounais consomment pour aller encourager la boisson, la bière. On produit localement la bière, oui, mais c'est l'opium du peuple. C'est pour endormir les gens. Or, il faut produire ce que les Camerounais mangent. C'est le riz, c'est le blé. Le blé, 100% de pain que l'on consomme chaque matin, c'est le blé. Comment vous pouvez imaginer qu'au Cameroun, on fait 15 millions de pain chaque matin et que notre gouvernement ne prenne aucune mesure pour encourager la production locale du blé? C'est un gros marché. C'est un marché qui tourne autour de 200 milliards par an. Vous ne pouvez pas laisser ça. Le riz est contrôlé par 7 personnes, 7 individus qui se partagent plus de 200 milliards aussi. Tout ce que je dis là, c'est minimum 200 milliards par an. Le poisson et tous les autres trucs contrôlés par un individu. Le blé dont je parle là, c'est 10 individus, c'est 10 minoteries que vous pouvez compter à travers à Douala. C'est même simplement à Douala. Et à Edea, celle d'Edea ne marche même plus. Voilà la situation. De quoi justifier le pessimisme ambiant quant à la mise en œuvre de cette loi de finances 2025. Et pourtant, de nombreux points positifs sont à mettre à l'actif de cette nouvelle loi des finances. De nombreuses mesures visant à encourager les investissements ont été prises par le gouvernement. Au rang de celles-ci, l'exonération de la TVA sur les farines locales, la réduction de la TSPP sur le gaz industriel qui passe de 60 à 50 francs CFA par mètre cube et la réduction de l'impôt sur les dividendes versés par les PME qui passe de 15 à 10%. De quoi donner le sourire à cet entrepreneur rencontré dans les rues de Yaoundé. Pour moi, 2025 s'annonce avec beaucoup d'espoir. Et avec les élections présidentielles aussi qui approchent, c'est une période où le gouvernement, la masse gouvernementale mène des efforts pour flatter le peuple. Donc du coup, je pense que 2025 sera une bonne année. Si les taxes sont des moyens de sortie d'argent pour nous, il faudrait aussi qu'on regarde dans le côté des entrées. Donc c'est-à-dire les taxes douanières doivent aussi être allégées, pas seulement au niveau de l'investissement. Les taxes douanières doivent être allégées pour les importations. Et également, le phénomène de double nationalité aussi joue beaucoup, parce que tout est lié. Et on a une grande diaspora, et il y a beaucoup de volontaires pour investir au Cameroun. Ils sont très nombreux. Et avec la double nationalité, si on essaie de revoir aussi ce pan-là, je pense qu'il y aura un grand coup au niveau économique, même au niveau de l'investissement. Ça fait que nous également, qui sommes en train de beaucoup nous investir sur place, on aura aussi une clientèle qui va venir de l'extérieur. Un optimisme qui tranche naturellement avec les avis de nos experts. Pour eux, toutes ces mesures participent des bonnes intentions affichées par le gouvernement dans leur désir de lutter contre la vie chère en améliorant le panier de la ménagère. Des bonnes intentions qui ont du mal à se faire traduire en actes concrets, palpables sur le terrain. Disons que le gouvernement a un problème qui est connu de tous, mais qui est un problème de coordination. Et la coordination procède de façon tout à fait élémentaire. Pour que vous vous coordonniez, il faut que vous parliez. Et donc,
déjà, au plan de l'organisation des structures étatiques, nous avons un vrai problème de double coordination, de coordination de jumeaux, de gens qui, comme ils sont des jumeaux, ont donc des natures qui sont comparables et qui se rapprochent et qui ont donc des missions qui se rapprochent et qui donc nécessairement se télescopent, c'est-à-dire que la présidence de la République et les services du Premier ministre. Donc ce sont des entités qui sont en doublon, qui de ce fait-là sont donc nécessairement en concurrence, et si on est en concurrence, on est en anthropophagie, c'est-à-dire que l'un va exister en essayant de manger l'autre tout simplement. Donc le gouvernement a du mal à travailler parce qu'il faut une entité qui donne le là, qui dit voilà où nous allons et voilà comment nous allons fonctionner. Or, nous le savons, le dernier conseil de ministres tenu par le président de la République date de 2000, si mes souvenirs sont bons, 2019 par là. De janvier, exactement. Le dernier conseil de ministres tenu par le président de la République. Donc, si le président, si les ministres n'entendent pas la voix, je parle de la voix du président de la République et a fortiori ne le voit pas dans son costume, dans ses chaussures, dans son... Voilà, ne le voit pas. Ils ne sont pas en mesure de dire, lorsque le président parlait de l'autoroute, voilà ce qu'était sa mine. Et s'ils ne peuvent même pas interpréter la mine du président pour dire qu'il était content, il était fâché par rapport à l'autoroute, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas avoir une capacité autre qu'exégétique, autre qu'imaginer, de se dire, voilà ce que veut le président. Une incoordination de l'action gouvernementale qui, de l'avis du Dr Godon, plombe de façon continue la réalisation des grands projets dans le pays. La ville de Yaoundé actuellement, très peu de gens le savent, fait l'objet d'un investissement global approchant les 3 000 milliards. Très peu de gens le savent. Je vous cite ça très rapidement. La voie de contournement de Yaoundé qui est menée, donc sur ces 3 000 milliards, vous avez trois institutions différentes qui ne se parlent pas. Vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vous dire moderniser une capitale comme la capitale du Cameroun sans mettre les gens en situation de se parler. Vous avez 3 institutions différentes qui interviennent dedans. Vous avez le ministère du Développement urbain et de l'Habitat qui a 2 grands projets. Qui a le projet de la voie de contournement, 480 milliards, qui a le projet de la finition de l'autoroute Nsimalen-Yaoundé, également sur sa phase urbaine, 480 milliards. D'accord? Donc nous avons là-bas proche de 1000 milliards. On domicilie ça dans les mains du ministère du développement urbain. Voilà. Et ce ministère, qui n'est pas l'ingénieur de l'État, parce que nous nous souvenons lorsque Ambassal a été ministre des Travaux publics, il a fait une grande conférence, l'un de ses postulats, c'était de dire le ministère des Travaux publics, c'est l'ingénieur de l'État. Alors, l'ingénieur de l'État, lui, s'occupe de 3 autres projets de son côté. Il s'occupe de la finalisation de l'autoroute Yaoundé-Douala, sur laquelle il a demandé 900 milliards. Comme vous le savez, les travaux ont été lancés en tout début du mois d'octobre dernier. Il s'occupe également des travaux de l'extension de la route de fin au Lembe pour Obala. Il s'occupe de ces travaux-là. Là, on en a pour également 200 quelque chose de milliards. Bon, lui, il s'occupe de ça sans qu'à aucun moment, il ne dialogue. Ce sont des projets complètement reconfigurateurs de la ville de Yaoundé. Il ne parle pas du tout avec le ministère du Développement urbain. Et au milieu, vous avez l'Agence française de développement qui suit le projet Yaoundé Cœur de Ville, dont vous savez presque autant que nous. Là, nous sommes sur un chiffrage de 54 milliards. Le Yaoundé Cœur de Ville, qui travaille donc avec la communauté urbaine, avec la mairie de Yaoundé, n'est pas du tout en lien, là, qui va redessiner le cœur de ville. Et les 2 autres entités redessinent les périphéries. Donc, mais tout cela est en lien. Aucune instance pour faire parler ces gens. Un dialogue des plus nécessaires pour la mise en œuvre effective et efficiente du budget de l'État qui a fixé comme axe prioritaire pour cette année, entre autres, le développement des infrastructures de transport et le désenclavement des bassins de production, le renforcement des capacités énergétiques et le rétablissement de l'équilibre financier du secteur de l'électricité. Des axes en droite ligne des besoins de croissance exprimés dans la SND 30. Pour y parvenir, outre une meilleure coordination de l'action gouvernementale et surtout une meilleure gouvernance, bon nombre de mesures sont à prendre. Au rang de celle-ci, la nécessité de réduire les activités informelles. En 2011, on n'avait que 2,5 millions d'unités de production informelle. En 2023, nous avions 3,4
4 millions. Aujourd'hui, donc ça ne fait que l'informel ne fait que s'accroître. Et c'est ça la niche. Quelle niche vous voulez? Il faut aller chercher là-bas. Oh, l'État a taxé le contenu. Ce qui veut dire que ce que vous produisez là, vous allez payer. Et c'est normal. L'État taxe aujourd'hui le contenu. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas décourager la production. On doit pousser les gens vers la production, vers le développement. On ne le fait pas. On taxe la consommation, on taxe les salaires et les revenus. Or, quand vous faites ça, vous asphyxiez plutôt les populations. On devrait alléger la consommation, on devrait augmenter les revenus, et c'est ça, on devrait baisser les impôts pour que l'essentiel des personnes entrent dans le système. Et vous devriez voir qu'aujourd'hui, le potentiel du Cameroun, sur le plan fiscal, c'est 15 000 milliards. Si tout le monde paye. Dans tous les cas, l'année est loin de s'annoncer radieuse de l'avis des économistes rencontrés. Austérité, crise sociale et récession sont les termes qu'ils choisissent. Il faut vous attendre à des mesures d'austérité. Le gel des avancements pour les agents publics, la réduction du train de vie de l'État, l'augmentation du prix du carburant et l'augmentation des prix. Ça, c'est fatal, puisque le FMI demande de rembourser les dettes. Il faut rembourser. Nous devons 11 000 milliards aux étrangers qu'il faut rembourser. Moi, je ne suis pas ministre. Je suis économiste. Et je vous dis ce qui va se passer. Je vous dis qu'il y aura augmentation. Vous voulez rembourser, vous allez rembourser l'argent des gens avec quoi? En attendant cette crise annoncée, 2025 poursuit son petit bonhomme de chemin. 2024 s'en est allé avec son lot de difficultés, vivement que 2025 soit moins difficile, surtout pour les ménages. Avec près de 140 milliards de francs CFA investis, le CNED, le contrat de désendettement et de développement de la coopération française au Cameroun, a fortement contribué à travers le programme Capitale Régionale à remodeler et à moderniser les visages de 5 grandes villes camerounaises. Si du côté de Bamenda et de Maroua, les travaux sont en cours et reçoivent un accueil plutôt positif, du côté de Bafoussam, Bertoua, Garoua, ils sont achevés depuis 3 ans et résistent tant bien que mal aux épreuves du temps et de l'entretien, notamment pour les différentes communautés urbaines qui ont repris la main sur ces chantiers importants. Dans un reportage à réaliser et diffuser dans le cadre d'une édition spéciale avec pour invité Virginie Dago, la directrice de l'AFD au Cameroun, nous vous avons proposé d'aller à la découverte de ces réalisations et surtout de leur impact sur le quotidien des populations. Un reportage que je vous propose de redécouvrir, réalisé avec Patrick Toho Kamdem et Richard Mani Ongene au montage. Maroua, capitale de la région de l'extrême nord. La plus belle des régions, selon une légende populaire. Dans les faits, une ville en pleine renaissance qui petit à petit retrouve des couleurs. Près de 40 ans après les derniers travaux d'envergure en matière de voirie urbaine, la fille aînée du renouveau se refait une jeunesse et les populations redécouvrent le plaisir de circuler sur des voies emménagées. Un plaisir rendu possible par la réalisation de 15 km de voies dans le cadre du programme C2D Capitale Régionale Maroua. Un succès de plus pour ce programme qui depuis une dizaine d'années refaçonne les visages des villes secondaires du pays. Nous sommes à la base vie de l'entreprise adjudicataire des marchés de la voirie du programme Capitale Régionale à Maroua. Le coordonnateur de la cellule locale de suivi du programme est en pleine réunion avec ses collaborateurs, les experts de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et les prestataires chargés de l'implantation à venir des lampadaires solaires dans certaines artères stratégiques de la ville. Un peu plus de 3 ans après le lancement des travaux de voirie dans la ville, l'heure est à la correction des quelques malfaçons repérées ça et là et à la préparation des travaux de finition.
Les images dans le PV. Vous n'avez pas le truc 3D de Oumar là? Ah, c'est... Il n'y a pas un truc que tu mets en vidéo là? Non? Direction le terrain. Antoine Muller d'ACO tient à nous faire visiter quelques axes réalisés dans le cadre de ce programme Capitale Régionale 2. Sur les voies M2 et M3, la circulation rendue fluide par le béton compacté au rouleau témoigne de l'évolution certaine en ce qui concerne la mobilité urbaine dans cette ville. L'organisation du programme Capitale Régionale, il y a d'abord la mise en place d'une cellule locale de concertation. La cellule locale de concertation est une cellule constituée de 50 membres, parmi lesquels toutes les forces vives de la ville. Donc c'est cette cellule locale-là qui a permis d'identifier toutes les voies et de les mettre en priorité. Donc tout ce qu'il y a comme projet d'investissement prioritaire dans la ville, pas seulement les voiries, mais également les autres projets connexes, tels que les jardins, tels que les marchés secondaires, les espaces de grillade, les terrains multisports, les crèches et la salle polyvalente ainsi que le marché du beurre. En ce qui concerne la cellule locale, nous ne sommes que cellule... Au tout nouveau giratoire du carrefour Pont-Vert, cathédrale de Marois sur la M5, rebaptisé carrefour 4 litres d'essence par les automobilistes et plus particulièrement les mototaximens, la correction de quelques malfaçons a permis de redonner vie à cet axe stratégique de la ville pour le bonheur absolu des utilisateurs. Changement, je vois un très grand changement. Pourquoi je dis ça? Surtout au niveau des carrefours. Le carrefour était très grand, on a réduit, ça ne donne pas le pouvoir aux enfants de rouler n'importe comment. Donc les routes sont devenues étroites, tout le monde va doucement. Même si à 1 heure, tu sors seul, tu ne peux pas rouler à vitesse. Maximum c'est 30 à l'heure. Avant, il n'y avait pas de pavés. Il y avait des mauvais problèmes, les trous à gauche, à droite. Maintenant, il y a les pavés. Moi, je n'ai pas vu les problèmes des pavés. Tu passes sans erreur. Et il y a les gens qui disent que les autres disent que non, ça fait le bruit, ceci, cela, non. Moi, j'apprécie, ça dépasse ce qui était avant. C'est concernant l'argent, avant, tu travailles peut-être quelque chose, tu descends avec 7 000, 8 000. Maintenant, le rue n'a pas de problème, 15 000 presque. C'est ça, il y a un grand changement. Du changement. Pour les populations de Marois, il n'a pas été que sur le plan infrastructurel. Il a surtout été sur le plan des habitudes. Surpris de découvrir un revêtement de route en béton compacté au rouleau ou en pavé sur certaines voies, les Maroyens ont eu besoin d'un peu de temps pour comprendre et s'approprier cette nouvelle technologie déployée par le programme Capitale Régionale. Le BCR est une nouvelle technologie dans le pays. Les gens étaient habitués au béton bitumineux, autrement appelé l'enrobé, qu'après 45 minutes, lors de sa mise en place, on pouvait rouler. Mais ce n'est pas le cas du BCR. Il était question donc pour nous de mener des campagnes d'information, de sensibilisation, pour faire comprendre à la population que ce type de roulement est différent du béton bitumineux et qu'il va prendre un peu de temps pour sa maturation. Les travaux au départ, bon, ça a mal débuté. Ça a mal un peu débuté, mais avec nos réflexions qu'on fait maintenant, elle est quand même passable. On circulait à peine, comme ils étaient en plein travaux. On circulait franchement à peine. Mais dans certains endroits, ça a échoué. Certains endroits, ça a réussi. Bon, ce n'était pas trop agréable. Au total à Marois donc, en tenant compte des giratoires et carrefours aménagés, ce sont 17 km de voiries linéaires qui ont été réalisés par le programme. En outre, Capitale Régionale Marois, ce sont également des espaces marchands tels que le marché de Dougoy, actuellement en construction, des toilettes publiques, des tables-bancs dans des salles de classe et un projet emblématique qui deviendra à son achèvement le symbole du renouveau de Marois, la salle polyvalente de 1000 places. Située au pied du mont Marois, cette salle polyvalente de 1000 places modulable en 4
offrira la possibilité à la ville d'accueillir des colloques et conférences internationaux et des événements culturels et sportifs d'envergure pour le bonheur des populations. Une salle pareille à Maroua, je pense que ça change beaucoup de choses. Non seulement pour faire des concerts dans la ville, ça peut permettre de mobiliser les jeunes pour assister à des concerts, inviter des artistes et autres. Non seulement pour la distraction des jeunes, c'est important. Ça peut également permettre non seulement à faire des activités sportives. Aujourd'hui, dans la ville de Maroua, nous n'avons pas un gymnase digne de ce nom, donc on peut faire des compétitions de sports de combat dans cette salle. On peut même également, le nom salle polyvalente permet également de faire d'autres activités comme du tennis et autres. Et également aujourd'hui, la ville de Maroua est une plaque tournante au niveau de la sous-région. Elle peut permettre également à la collectivité d'abriter des grands colloques à l'échelle internationale. Nous avons une université et c'est important pour la ville d'avoir une salle aussi grande qui peut nous permettre d'accueillir un colloque international de recherche et autres. Nous avons également des programmes comme la commission du bassin du lac Tchad qui peuvent tenir des ateliers et autres. C'est une grosse revenu pour la collectivité. Avec des travaux évalués à 60% pour une consommation des délais de 80%, le coordonnateur de la cellule locale de suivi du programme dans la ville de Maroua se veut confiant quant à la livraison de ce bijou architectural dans les temps. De quoi donner une seconde jeunesse à la ville de Maroua. C'est vrai que le taux d'exécution est quand même global parce que chaque marché est spécifique. Bon, je vais aller au cas par cas. Commençons d'abord par les projets qui sont déjà achevés. Les tables bancs dans les écoles publiques ont été livrés, près de 885 tables bancs qui ont été déjà réalisés. Nous avons 15 blocs de latrines dans les écoles primaires qui sont déjà réalisés. Nous avons 2 blocs de toilettes dans les quartiers Ourotier, dans les quartiers Hardé et Pont Vert qui ont été réalisés. Nous avons également les éclairages publics dans les quartiers Pont Vert, Hardé, Lougol et Pitouaré qui sont déjà réalisés. Nous avons également l'extension du réseau d'eau dans le quartier Pitouaré qui est déjà réalisé. Et des projets en cours, nous avons les marchés Pont Vert, les marchés Lumobaba, les marchés Djarengol Kodek qui sont en cours, qui sont à près de 90% d'exécution physique. Également, nous avons le marché d'Ougoy qui est également en cours à près de 45% contre une consommation de délai d'environ 70%. Et nous avons également la salle polyvalente de Maroua qui est en cours à un taux d'exécution d'environ 60% contre une consommation de délai d'environ 80%. Nous avons également les espaces de grillade qui a un taux d'exécution de 75% environ contre une consommation de délai environ 200%, mais qui a eu beaucoup de difficultés, mais qui est déjà presque à la fin. Nous avons un projet qui a été résilié suite au décès du promoteur. Il s'agit ici des terrains multisports, mais dont la procédure de relance est déjà très avancée. Et enfin, le projet de voirie, pour lequel nous sommes à un taux de plus de 90% contre une consommation de délai d'environ 87%. Direction Garoua. Nous sommes à 202 km de Maroua. Sous un soleil ardent, 42 degrés Celsius au thermomètre, Garoua Label nous accueille paré de ses plus beaux atouts. Depuis la CAN 2022 organisée au Cameroun et dont elle a accueilli une des poules, la ville a retrouvé sa splendeur. Ceci à la faveur des grands chantiers réalisés dans cette ville, capitale historique de la région du Nord. Au rang des travaux de voirie qui ont redonné un visage nouveau à Garoua, 20 km de voirie en BCR et pavés réalisés dans le cadre du programme Capitale régionale. Des voies qui ont contribué au désenclavement de certaines zones d'habitation et permis de fluidifier le trafic dans la ville. Je trouve que la venue des pavés dans mon quartier, vraiment, ça nous a donné un ouf de soulagement. Parce qu'avant,
on avait des problèmes de circulation. Non seulement ça, on avait des difficultés à arriver dans les quartiers. Il fallait emprunter les motos et puis les gars de moto avec toutes les tracasseries. Les prix étaient exorbitants. Donc du coup, maintenant ça va. Les motos circulent, la population est à l'aise, donc du coup ça va. La route, pour les habitants de Djamboutou, cette dernière était un véritable mythe avant l'arrivée des travaux du programme. Située en périphérie de la ville, cette zone d'habitation n'avait jamais connu de voie bitumée jusqu'ici. Désormais donc, les difficultés de circulation et les inondations qui étaient le lot quotidien des populations font partie du passé. Oui, avant de venir ici, on taxait les clients à 500 quittant de périphérique de Rumdadia pour arriver ici, mais avec la route qui s'est bien aménagée, même à 300, 200, on peut amener un client parce qu'on gagne en temps. Avant, c'était juste les routes bitumées, plus qu'il y avait trop de sable et ça causait beaucoup d'accidents. Parce que les motomans avaient du mal à bien rouler tout et tout. Et maintenant, on peut constater qu'il y a la libre circulation et que la marche tout et tout. Il n'y a pas aussi trop... Vous voyez, avec les caniveaux, il n'y a pas les déchets et les arrêts d'eau qui peuvent bloquer la route. Pour mettre fin au calvaire des populations de cette zone, un trésor d'ingénierie a été déployé par le programme Capital Régional. Résultat des courses, un axe unique de 3 km de long qui traverse de part en part le quartier avec lampadaires solaires pour la sécurité des habitants. Djamboutou, c'est une zone dense, c'est-à-dire qui est densément peuplée. Et à l'époque, bien que le quartier soit bien tracé, mais les routes n'étaient pas aménagées. Si vous avez remarqué là tout à l'heure, quand on a fait le tour, des zones d'extension s'installent, c'est-à-dire que les maisons s'installent justement dans des zones où la route est passée, la route en pavé. Et vu cette extension, j'ai l'impression que la population en demande même encore. Et qu'au bout de la route, il y a encore les maisons qui ne font que pousser. Et que s'il y a d'autres programmes, normalement, ça va faire l'extension dans la zone de Djamboutou. Inscrit dans la première phase du programme dès 2015, Garoua a bénéficié de nombreuses infrastructures. Outre les 20 km de voiries en béton compacté au rouleau et en pavé autobloquant, la ville a obtenu la construction de nombreux espaces marchands. C'est le cas du petit marché de Yelwa qui a été partiellement reconstruit et du marché de bétail et de poissons situé sur les berges de la Benue, dont le chantier est en cours et devrait reprendre lors de la deuxième phase du programme à Garoua. Des infrastructures dont l'entretien et la pérennisation font partie des axes prioritaires dans l'enveloppe budgétaire de la communauté urbaine. La communauté urbaine, dans son budget, dans tous les budgets annuels, depuis qu'il y a eu réception, prévoit quand même des coûts d'entretien de ces ouvrages-là. Prévoit des coûts d'entretien. Par exemple, si vous avez remarqué les routes, je ne peux pas dire que c'est des malfaçons, mais il y a des dégradations naturelles des routes qui sont assurées par la communauté urbaine au quotidien. Et parmi les ouvrages emblématiques de la nouvelle ville, le parc boisé, devenu véritable lieu de référence lors des grandes célébrations, a permis à Garoua d'avoir son tout premier parc d'attractions avec en prime un restaurant de plus de 200 places et une salle des fêtes modulable capable d'accueillir de nombreux événements. Désormais tourné vers la phase 2 du programme, de nombreux travaux sont annoncés, notamment en ce qui concerne les équipements marchands de la ville. La phase 2, normalement, c'est la continuité de la première phase. C'est basé essentiellement sur l'extension des marchés. Ce qui est prévu, c'est le marché Yelwa, c'est-à-dire qu'on aura plus de boutiques. Marché poisson bétail, il y a l'achèvement de ce marché qui n'est pas achevé, comme je l'ai dit tantôt, et la finalisation de certains ouvrages dans le marché poisson bétail. En plus de ça, il y a les forages. Tout à l'heure, j'ai parlé des kiosques à eau qui sont connectés sur le réseau Kamwata. Mais on s'est rendu compte que en termes d'exploitation, ça coûte trop cher et
la population n'est pas prête à supporter l'entretien ou bien la maintenance. Actuellement, on va faire des forages qui seront connectés à ces kiosques à eau là, qu'on voit un peu partout dans la ville. Ce qui va rendre l'exploitation pratiquement 0 franc. Également en attente de la phase 2 dont les travaux sont imminents, la ville de Bertoua savoure depuis 5 ans déjà le bonheur et les plaisirs de la modernité. Centres commerciaux, parcs, restaurants, terrains multisports, équipements marchands et autres investissements ont permis de remodeler la capitale de la région de l'Est, elle qui a bénéficié d'un investissement de 26 milliards de francs CFA du C2D dans le cadre du programme Capitale Régionale. Ici, comme à Maroua ou à Garoua, le problème crucial qui a été adressé par les populations, la mobilité urbaine et le désenclavement de certains quartiers populaires de la ville. Si donc le parc Sembeleko, du nom du tout premier maire de Bertoua, occupe une place centrale dans la vie des populations depuis son inauguration, le pont sur la Diadombe qui relie les quartiers Moinou 1 et 2 est particulier en tout point. Ici, nous sommes sur le pont de Moinou qui relie deux quartiers, le quartier Moinou 1 et le quartier Moinou 2. Alors ici, il faut le savoir, il y avait un pont de singe, là, qui permettait aux populations de traverser. Et les voitures étaient obligées de contourner pour emprunter la nationale. C'était pas très bien du tout. Et grâce au programme C2D, et grâce à la volonté du chef de l'État, nous avons donc construit ce pont qui nous a coûté cher, mais il fallait le faire pour le bien des populations. Et voilà ce pont qui a été construit à plus d'1 milliard, avec plus de 1000 mètres cubes de moellons qu'on a versés. Et il y a là 3 ouvrages d'art, 3 ponts qu'on a construits pour faire passer la rivière Diadombe. Arrivé dans le quartier au milieu des années 70, René Ayele a vu l'évolution de cette zone d'habitation. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'il vit ces changements survenus grâce à l'arrivée de ce pont. À l'époque, c'était grave ici, c'était les champs. Partout ici, là, c'était les champs. Nous quittions de l'autre côté pour faire les champs de ce côté jusqu'à ce que aujourd'hui c'est devenu le quartier. Mais quand vous nous parlez même de la route, ça n'existait pas, on ne connaissait pas ce qui veut dire route par ici. Voilà où nous pataugions à l'époque, on pataugeait là. Nous-mêmes, les jeunes de ce quartier, on allait porter les châssis des véhicules qu'on ajustait là tout le long pour disposer des planches là où les femmes passaient, on tombait même dans l'eau, franchement. Vraiment, depuis quelques années là que le pont là est passé, ça fait la fierté de ce quartier et le quartier de l'autre côté. Avec les nouveaux espaces marchands progressivement pris d'assaut par les commerçants, Bertoua s'est également doté d'infrastructures modernes offrant toutes les garanties de sécurité et d'hygiène aux populations. C'est le cas du marché de Mokolo 2, entièrement construit, et de l'ancien marché historique renommé Centre commercial Mbartoua à la fin des travaux. C'est un marché qui n'était pas prévu dans le projet de la programmation initiale, mais par nécessité, au cours du programme, on s'est rendu compte que cette partie de la ville ne disposait pas d'équipement marchand. Nous avons pu réunir les moyens nécessaires et nous avons construit ce marché, le marché de Mokolo 2. Vers le marché de Zoyan, on a déplacé, on nous a construit ici. Maintenant, on est un peu mieux, pas de fumée comme d'avant. Non seulement c'est un peu évolué, pas comme d'habitude, c'est déjà modernisé ou quoi. Depuis que cet hangar est installé, ce que moi j'ai retenu, c'est que nous sommes à l'aise, pas de pluie, pas de soleil. On est à l'aise. Quand on nous a envoyés ici, nous on se disait que c'était la mort. Mais maintenant, on a la joie, j'ai la joie au cœur, on a la joie au cœur parce que tout le monde s'en sort. Au total, Bertoua aura bénéficié de 18 km de voirie en béton compacté au rouleau pour un montant de 16 milliards de francs CFA. Un investissement important calqué sur les besoins exprimés par la population. Pour le cas de la ville de Bertoua, la priorité était sur la voirie parce que si vous êtes venu à Bertoua en 2014, 2015, 2016, vous avez dû constater l'état de la voirie. C'était la catastrophe. Le dernier projet de revêtement de voirie de Bertoua datait
de l'époque du comice agro-pastoral, je crois, dans les années 80. Donc la priorité des populations était la voirie. Suivaient ensuite les équipements marchands parce que on n'en avait pas, ça il faut l'avouer. Et par la suite aussi les espaces verts et puis les services urbains de proximité. À Berthois désormais donc, il est loisible de circuler de jour comme de nuit sur une voirie en bon état. En outre, le désenclavement de certains quartiers populaires et l'éclairage public qui accompagnait la construction des routes a permis de réduire les cas d'agression dans les quartiers et de créer des zones d'activité commerciale pour les populations. Comme Berthois, Bafoussam dans la région de l'Ouest, qui font toutes deux parties de la première cuvée du programme Capital Régional, a vu son visage se moderniser considérablement. De Tamdja à Bamendi, quartier populaire jadis traversé par des voies en piteux état, les travaux d'aménagement de la voirie ont permis de donner un visage nouveau à ces agglomérations. Avant l'arrivée de ces projets-là, Bafoussam en général, je ne parle pas seulement de mon quartier, même la ville de Bafoussam n'avait plus de voirie. Ça fait que, c'est-à-dire c'était comme un rêve, on se disait, mais donc enfin. Donc déjà, à travers les multiples réunions que nous avons tenues, que ce soit la sous-préfecture, que ce soit la préfecture, dans l'organigramme, et également avec les services du CDD qui devraient piloter le projet. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on comprenne qu'en réalité c'était une vérité. On s'est rendu compte que la route se faisait en béton. Ça nous avait beaucoup dérangé. On disait que mais comment on peut venir nous servir une route en béton? Ils disaient que non, on avait fait une première expérience en Afrique de l'Ouest et c'est bien et tout. Et nous on ne croyait pas en fait. On ne croyait pas, on se disait qu'après même au bout de quelques mois, la route devait se dégrader, donc les bétons devaient s'arracher. On n'avait pas confiance, on n'avait pas encore vu une route en béton en fait. Mais on se rend compte aujourd'hui que non, au bout de 3 ans, les choses sont bien. Une fois évacuées les appréhensions des populations quant à la fiabilité du béton compacté au rouleau, ce sont au total 20,6 km de routes en BCR qui ont été construites à Bafoussam. En termes d'équipements marchands, ce sont au total 204 boutiques qui ont été construites au marché A, tandis que le marché Casablanca a été entièrement refait avec la construction d'un abattoir moderne et d'une rampe de déchargement des marchandises. Autre réalisation parlante à Bafoussam, la construction d'une salle des fêtes de 1000 places et d'un parc à loisirs baptisé Parc à loisirs Paul Biya, juste en face de l'hôtel de ville. Le tout pour une enveloppe globale de 30,3 milliards de francs CFA, dont 29,1 destinés à l'investissement prioritaire. Ces travaux sont très satisfaisants. Dans le cadre du programme Capital Régional, le CDD a fait d'énormes réalisations dans la ville de Bafoussam. Ces travaux ont permis de résorber le déficit infrastructurel dans la ville, d'améliorer la mobilité des populations, notamment avec les tronçons routiers, et également de promouvoir le développement économique de la ville, parce qu'avec les constructions dans les marchés, le parc de loisirs et tout cela, donc nous trouvons que ces travaux sont très satisfaisants. Lancé dans sa seconde phase avec des investissements supplémentaires à venir dans les villes de Garoua, Berthois, Bafoussam, le programme Capital Régional qui se déploie également dans la ville de Bamenda aura contribué à remodeler les visages des villes camerounaises. De quoi contribuer effectivement à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les villes cibles. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition du magazine Stratégie. Nous vous remercions d'ores et déjà de nous avoir prêté une oreille attentive et reviendrons dans un mois avec le même plaisir et le même enthousiasme pour vous proposer 3 grands reportages focus sur l'économie camerounaise et les mutations qu'elle connaît. Stratégie revient donc en mode best-of le mois prochain puisque ce sont les vacances et puisque nous vous souhaitons à vous de passer d'excellentes vacances et de vous recharger, nous aussi, nous allons nous reposer et nous reviendrons en septembre avec le plein d'énergie pour vous proposer de nouveaux sujets sur l'économie camerounaise, toujours dans le but de vous édifier et de vous permettre d'en comprendre les mutations. Bonsoir à tous et bonnes vacances.